Moi, j'ai appris que le durable, la durabilité se niche dans les détails. Hein, il faut vraiment aller dans tous les recoins d'une entreprise, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit de la santé ou du social, pour pouvoir vraiment se définir comme étant dans une culture ou une production durable. Et je pense que c'est la même chose dans le bio. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est vrai que c'est important de se fédérer dans la culture, de travailler ensemble pour qu'il y ait enfin peut-être un impact sur les pratiques. Alors, je laisse la parole quelques instants avant de commencer le débat au public qui a peut-être des questions à poser à Delphine. Ou alors peut-être, voilà, Grégoire. Oui, j'ai une question. Est-ce que, une fois que le label est mis en place, est-ce qu'après il y a des process d'évaluation de ce que ça produit? Parce que souvent il y a toujours ces problèmes d'effet rebond, ça veut dire, comme tu disais avant, le Louvre qui dépend de de la clientèle, des visiteurs, et puis donc il y a des endroits qui peuvent s'améliorer sur certains points, mais en fait, après, ils font de la pub sur ces points qu'ils ont améliorés pour faire venir encore plus de monde. Finalement, on pédale dans la semoule en essayant d'améliorer d'un côté, mais en fait en empirant de l'autre. Et puis je me demandais si... C'est une bonne question. En fait, je n'ai pas parlé de la certification, justement. La certification de ce label, elle est faite par un organisme indépendant. Et quand la première phase est faite, c'est-à-dire tu fais l'audit à blanc, ensuite tu définis quels sont tes champs d'action et ce que tu vas décider de suivre et d'améliorer. Donc tous les points que tu vas décider d'améliorer pour essayer d'atteindre le 70%. À partir de là, quand tu te sens prêt, toi en tant que structure, donc ça peut être 6 mois, ça dépend d'où on part. En fait, si on est déjà à 65%, ça va être assez facile d'atteindre les 70%. Si on est à 40%, ça va être un petit peu plus long. Donc à partir de là, on définit ces champs et nous, on aide à mettre en place pour arriver à 70%. Et quand on pense que la structure est à même d'atteindre les 70% et donc le score qui permet d'avoir le label niveau bronze, on fait intervenir justement une entreprise indépendante qui est certifiée, en l'occurrence là en France c'est l'État, c'est Socotec, mais Socotec c'est international. Donc on est en train de voir justement si Socotec peut venir ici pour valider, vu que c'est une entreprise qui est reconnue internationalement sur ce secteur-là justement, sur la labellisation RSE. Donc là, à partir du moment où on pense que la structure est prête, si tout le monde est OK, on fait venir le Socotec qui valide. À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a le label, il n'est pas donné à vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui vont être faits de manière complètement inopinée. C'est exactement comme les labels AB, où d'un coup, tu as une personne qui vient vérifier tous les locaux et les bonnes pratiques. Et ça arrive très souvent. Et c'est ce qui fait que dans l'agriculture aussi, de ce que j'ai compris un peu, c'est que parfois, c'est plus compliqué d'obtenir la labellisation. C'est assez contraignant. Il faut vraiment, je ne sais pas, Joël, si on pourra en parler aussi tout à l'heure, mais c'est exactement la même situation. C'est qu'on se retrouve à avoir tellement de contraintes, ça coûte cher. Donc en plus, on doit dépenser de l'argent pour dire voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on fait de bien. Ou simplement, pas forcément pouvoir le dire, mais essayer de mettre en place, on doit en plus dépenser de l'argent. Donc c'est vrai que c'est pas ça, ces contrôles-là permettent aussi de vérifier et de donner une caution. C'est un gage de qualité. Donc après, il y a des contrôles qui sont faits. De toute façon, en général, l'idée c'est quand les structures ou les organisations s'investissent pour avoir le label niveau... à 70%, ce qu'on espère, c'est qu'elle aille jusqu'au label or. Donc l'idée, c'est quand même de suivre les structures pendant 2-3 ans. Ça répond un petit peu à ta question. Et après, on ne fera jamais, de toute façon, j'avais entendu une conférence très intéressante où on disait on ne fera jamais d'omelette sans casser des œufs. Donc de toute façon, si tu mets une chose en place, quoi qu'il en soit, malheureusement, il y a toujours des effets collatéraux. Tu n'auras jamais 100% d'action qui sera prise sans effets collatéraux. C'est-à-dire, si tu veux faire venir du monde dans ta salle, tu auras toujours l'effet collatéral de déplacement du public. Mais en même temps, si tu veux venir du monde dans ta salle pour réfléchir à des questions et que ça sensibilise des gens, tu vois, c'est ça qui est très compliqué. Mais en même temps, ça permet quand même de faire des choses.
Sinon, Oui. si on se dit, voilà. Est-ce que, par exemple, réduire l'affluence ou cibler une population, par exemple, j'invente, mais le Louvre, il se dirait, ok, nous on cible que l'Europe, et plus la Chine, et plus le Japon, et plus l'Asie du Sud-Est. Est-ce que finalement, ils peuvent agir sur ces choses-là en se disant, on renonce à faire venir, à donner le désir à des gens de venir de loin dans notre magnifique musée. Je trouve que c'est une question, et je trouve que c'est une question qui pourrait être débattue entre nous, parce que moi, elle m'intéresse particulièrement cette question aussi. C'est effectivement jusqu'où on va, et notamment dans le milieu de l'art contemporain. Joël, je crois que ça t'intéresse, de ce que j'ai compris, ce que Béatrice m'a dit, c'est que ça t'intéressait beaucoup. Le milieu de l'art contemporain est très soumis à ces questions-là, parce qu'on est dans un monde où il y a vraiment la notion de notoriété. Donc ton expo, elle est à un moment donné au Japon, après le lendemain, elle part avec des démontages. Enfin, c'est énorme, des scénographies. Et aujourd'hui, on dit, mais on fait une super exposition à Madrid. C'est quand même dommage qu'elle ne tourne pas dans le monde entier. Sauf que c'est énorme. Alors ça, c'est des questions à se poser. C'est est-ce que finalement, on doit continuer à... pour la diffusion des œuvres, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui, si on doit diffuser, ou faire tourner des compagnies à l'étranger, maintenant ça devient, si t'as pas fait 5 tournées à l'étranger, t'as pas de subvention, ou des choses comme ça, on se retrouve dans des systèmes complètement pris au piège, où on doit tourner, et en même temps, si on n'est pas dans cette volonté-là de s'exporter, eh bien alors dans ce cas-là, tu tournes pas, tu restes chez toi. Et t'as pas de subvention et t'arrêtes de bosser. Donc ça, c'est des questions, des vraies questions. Moi, je crois que c'est des questions éthiques et morales, c'est jusqu'où on peut aller. Effectivement, la logique du Louvre, de dire, nous, on veut absolument que cette exposition qui vient de Chine, ou tout ça, c'est des questions à mon avis, qui doivent être débattues et qui sont, je pense, largement débattues au sein des équipes. Mais on est un peu pris comme ça dans le système de la mondialisation. Chaque chose qu'on fait a une répercussion. Donc... c'est vrai que c'est des questions dont on peut parler ensemble, je trouve, si ça vous intéresse, ce sujet, de la diffusion des œuvres et de la diffusion des œuvres artistiques en général. On en parlera tout à l'heure, mais je crois que Pierre... Oui, je voulais juste... j'avais une question par rapport au label, mais c'est vrai que là, ce que tu dis, il me semble que ça aborde un tabou, et je ne suis pas sûr qu'on en parle tellement dans les structures, dans le monde de la culture, c'est celui de la surproduction, de la production, du volume de production, simplement. C'est le volume de... spectacles qu'on fait venir dans un théâtre, le volume donc de spectateurs qui viennent, donc le volume des tournées, le volume de si on a une œuvre à faire tourner, est-ce qu'il faut la faire tourner dans le monde entier, ou est-ce qu'il faut un peu s'arrêter et se dire qu'il faut se donner une limite. Tu parlais d'une limite du public, on ne va pas chercher le public en Chine, donc voilà. C'est la question de la surproduction qui est générale, donc on est dans un sentiment de surproduction, et c'est ça qui nous... Et la question elle est là, est-ce qu'on réduit la production ? On réduit le nombre de spectacles ? On réduit l'affiche. Moi, je travaille pour le Théâtre Forum Meyrin. On a généralement 30 et 40 spectacles par année. Là, le Covid nous a obligés à réduire. On n'en aura plus que 20. Et en fait, on sent bien qu'on ne peut pas éviter cette question-là, et que c'est la question la plus difficile, parce que c'est une question qui est aussi liée aux artistes qui peuvent travailler, etc. Mais à toucher cette question-là, je veux dire, tant qu'on tourne autour de cette question-là, on n'aborde pas en fait le cœur du problème. C'est qu'on doit faire moins, manger moins de viande, voyager moins, prendre moins l'avion ou ne plus prendre l'avion, prendre beaucoup moins sa voiture. Enfin, on est forcé à ces questions-là qui sont vraiment très problématiques à aborder, mais on ne peut pas les éviter en réalité, et ça, on les évite encore, disons, dans le monde de la culture, on ne peut pas encore se dire qu'on réduit le nombre de spectacles, qu'on coupe le nombre de spectacles, on réduit ça en deux, on coupe en deux. Voilà, c'est ça la question. Moi, j'y reviendrai par rapport à la charte, parce qu'on ne demande pas ça dans la charte du tout, mais ce que je me demandais, si dans ton label, il y a un objectif de réduction des émissions carbone. C'est très pragmatique, mais qui est demandé au sens où ce qu'on sait, c'est que ce qui est demandé par le GIEC, on le sait tous, c'est une réduction des émissions carbone de 45% minimum d'ici 2030. Donc c'est demain. Donc cette réduction-là, ça veut dire que tous les ans, à partir de maintenant, on réduit nos émissions carbone de 7% ou 8%. Ça veut dire qu'on réduit notre activité en réalité, notre dépense d'énergie, donc peut-être notre nombre de spectacles dans nos salles, donc nos tournées, de 7% par année. C'est 7% d'abord une première année, puis c'est 7%
la deuxième année, c'est-à-dire 14% au bout de 2 ans, et donc 21% au bout de 3 ans. Je ne sais pas si il faut qu'on s'imagine ce que ça représente. Mais est-ce que, à partir du moment où on fait ce genre de calcul, tu dis que le Louvre, moi je ne savais pas, avait fait son bilan carbone. C'est le premier truc à faire au fond. Mais est-ce qu'ils se sont donné un objectif? Genre en 2030, le Louvre aura 45% de moins ou 60% de moins, parce que disons la moitié moins, d'émissions carbone qu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils se sont donné ce but-là? Est-ce que le RSE ou le label tel que tu le conçois va se donner ce genre d'objectif avec, genre on évalue tous les ans, tous les 2 ans, tu vois, on a baissé de 14%, etc. Ça, c'est, voilà. Est-ce qu'il y a ça? La RSE, pour répondre à ta question, le Louvre, je ne suis pas spécialiste, je ne les ai pas rencontrés en fait, hein, donc ça je ne peux pas te dire ce qu'ils se sont fixés. Ce que je peux juste te dire que l'idée de la RSE, c'est déjà pas forcément d'arriver au stade où on te dit tu dois faire ça, c'est déjà rien que de faire un bilan carbone. Je crois justement que Anne Brochweiler, elle a décidé d'en faire un, mais justement par rapport à toutes ces questions qu'elle a discutées avec toi. Quels sont les autres théâtres en Suisse romande aujourd'hui, ou toutes les structures, opéra, qui a déjà fait un bilan carbone? Donc le but, c'est le but du label, c'est déjà, première chose, en fait, c'est une obligation dans le cadre du label, c'est bilan carbone. C'est la première chose que tu dois faire. Avec, il y a des choses qui sont scientifiques et que tu dois prendre en charge. C'est le début de... Pour nous, c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler. C'est-à-dire le bilan carbone et tout ce qui est prélèvement dans les bâtiments, mais que ce soit aussi dans la salle, de l'air ambiant pour tester l'air ambiant. Et ensuite, tu as le dernier volet, c'est les nuisances sonores aussi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 choses où tu viens et tu as des ingénieurs qui viennent et enfin, tu fais un bilan carbone. C'est la première chose. À partir de là, l'idée, c'est ça qui est motivant dans ce label, c'est que tu n'as pas forcément d'obligation on va pas te dire tu dois absolument réduire à ça. C'est qu'avec chaque structure, tu vas définir et tu vas donner un objectif et la structure va te donner un objectif en disant ok, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de réduire de 7% la première année. Mais cet objectif-là, c'est-à-dire que si on revient l'an prochain, si tu veux avoir les points et les critères qui te donnent le label au final, qui te font avancer dans le label, c'est qu'il faut que tu les fais. Mais on revient faire un bilan carbone l'année d'après. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne contraint pas, parce que si on contraint demain, il n'y a personne qui va vouloir le faire. C'est ça le problème, c'est ce que je crains. C'est que si tu contrains trop, les personnes vont dire non, mais nous, on ne peut pas se permettre ça, on n'y arrivera jamais, du coup, ça a trop d'impact sur ma programmation, ceci, cela, ça va être discuté, ça va être des heures de discussion. Là, c'est ok, on vous propose ça, vous faites un bilan carbone, c'est la première chose. Et rien que si, ça serait un peu, entre guillemets, mon rêve, c'est d'arriver à faire que les 40 théâtres de la phrase aient déjà tous fait leur bilan carbone. Si déjà, honnêtement, Pierre-Louis, on arrive à ça, mais on peut justement discuter ça, de travailler aussi à ce moment-là, que toi tu dises, nous, on veut faire ça. Oui, faisons déjà en sorte qu'au moins il y ait un bilan carbone. Et après, on donne des objectifs. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, si le label est mis en place, on aura des objectifs beaucoup plus précis. Si on a déjà les 40 structures, c'est maintenant de dire, ok, tout le monde a fait un bilan carbone. Maintenant, comment est-ce qu'on fixe des objectifs qui vont plus loin? Évidemment, c'est le but. Mais effectivement, c'est le but, c'est les phases. C'est-à-dire, c'est motiver, déjà les phases. Tu vois. Et c'est effectivement la première phase du bilan carbone. Mais voilà. Merci. Oui, j'aimerais peut-être terminer sur l'aspect label. Oui, une question. J'ai une question sur le financement. Qui c'est qui finance la structure qui va labelliser? Qui c'est qui finance la structure? Une structure qui va donner le label. C'est les personnes, c'est les organisations qui financent elles-mêmes. C'est-à-dire que l'organisation comme pour les labels. D'où vient l'argent de l'organisation, c'est une organisation qui est financée par qui? Vous parlez de celle que je suis en train de mettre en place? Par exemple, oui. C'est moi-même. C'est moi-même qui... là, pour l'instant, moi, je travaille à vide, pour tout dire. Je finance moi-même le lancement du label, je le finance moi-même. Donc, comment ça va se pérenniser? Et donc, ça se pérennise. Alors, en fait, je reprends la même logique que le label qui a été développé en France depuis 10 ans. Au début, ils étaient 2-3. Et en fait, ils ont commencé et ils ont travaillé. En fait, on fait des audits. Donc, c'est comme une agence de consulting. Donc, en fait, on est rémunéré pour le travail qu'on fait. C'est-à-dire que si une structure dit « moi, je suis intéressée par le label », eh bien, dans la question du label, en fait, il y a des financements. Ça va être, par exemple, la journée d'audit qui va être financée à temps, exactement comme toutes les normes ISO, en fait. Ça fonctionne de la même manière. Donc, c'est celui qui veut se faire labelliser qui finance la... Oui, comme la labellisation agriculture, c'est toujours l'entreprise qui fait la démarche financière d'être labellisée, en fait. Et
Et donc, il n'y a pas de participation des politiques. Alors justement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, je pense que le politique parfois participe à ce genre de... C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que les municipaux décident, ok, ben nous on aide, par exemple, à hauteur de 30%, toutes les structures culturelles qui souhaiteraient être labellisées peuvent être aidées par le politique. Ça serait très possible, bien sûr. Ça s'est fait typiquement à Béziers, la ville qui a été labellisée, le théâtre, ça a été totalement financé par la ville parce que c'est un théâtre municipal. Donc c'est le théâtre municipal qui a instauré de labelliser. Et c'est la commune qui finance. Alors là, c'est pour ça que c'est différent. Si c'est une ville, si c'est une scène nationale en France, c'est relié souvent justement aux villes. Donc vous voyez, ça peut être pris en charge par une partie par le politique. Ou par la... Ça pourrait. Est-ce que ça, c'est une grande source de conflit d'intérêt? Bien sûr. Mais indirectement, si vous permettez, toutes les structures culturelles, en tout cas les grosses. Oui. Thierry Louis, directeur d'Équilibre Italie. Mais surtout, à ce titre aujourd'hui, vice-président de la Fédération romande des Arséniques. Et on est plus que 45, on est 56. Mais ce que je veux dire, c'est que ces structures-là, on est tous subventionnés par le subventionnement public. Donc si on fait cette démarche, indirectement, on va utiliser de l'argent public. À Équilibre Mittoni, là, on est en train de faire la démarche ISO 9001, ce qui est assez compliqué pour un théâtre. Aucun théâtre ne l'a fait, puis on passera très certainement en RSE plus tard. On l'a financé. On le finance, la structure le finance, la fondation, mais finalement on utilise de l'argent public. Donc on renonce à un certain nombre, on renonce peut-être à faire 1 ou 2 spectacles de moins sur la saison, et puis on a mis à l'objet du budget justement cette labellisation 9001. Donc une labellisation RSE ou RSO peut tout à fait être intégrée dans des structures, dans un budget d'une institution. Mais après, au niveau de la fédération, effectivement, si des grosses structures commencent à se labelliser, je pense qu'on pourra aussi faire entendre notre voix au sein de la fédération, auprès du politique qui a toute notre écoute. Et puisque j'ai le micro, je permets la surproduction. Alors effectivement, c'est un problème. Il y a de la surproduction. C'est un terme qu'on n'ose pas utiliser en Suisse romande. Hein. Expliquer à des jeunes qui sortent de la manuf ou des teintureries qu'il y a de la surproduction, c'est terrible. C'est déjà leur couper tout leur avenir. Et il y a, je pense que vous êtes au courant, il y a effectivement la CDAC, hein, la conférence des directeurs des affaires culturelles romandes, qui ont mandaté une entreprise il y a à peu près 18 mois pour réfléchir à la diffusion des compagnies romandes. Et ce qui est affligeant, alors justement c'est aussi le rôle de notre fédération, c'est de voir que dans ce rapport, on parle de diffusion, c'est même un critère qui deviendrait un critère de distribution de subventions, c'est-à-dire que vous n'avez pas tourné la saison passée, vous n'existez pas, donc il faut diffuser, parce que c'est de l'argent public, il faut qu'on vous connaisse, mais à aucun moment on parle d'impact environnemental et de se dire mais on peut réfléchir différemment, on peut essayer, et c'est là aussi le rôle des acteurs culturels d'influencer cette réflexion, et c'est symptomatique de voir que le politique pour l'instant en termes de culturel au niveau de ces sujets est complètement n'en parle même pas, quoi, ou ne le considère même pas. Il veut faire rayonner son canton, Voilà. sa ville. Voilà. C'était Thierry Lou. Voilà, j'ai tout un temps. C'est gentil. Oui. Je crois que Béatrice a aussi une question. Ouais, j'ai des questions, puis une ou deux petites remarques. Alors, on a entendu, là, on a beaucoup parlé du milieu du théâtre et du milieu de l'institution. Donc, effectivement, c'est des structures qui sont en général largement dotées au niveau financier. Pour la musique, c'est pas du tout le même cas. Les seules structures qui ont des moyens sont les grosses institutions classiques et qui déjà se payent justement des compensations carbone. Donc, tout d'un coup, l'orchestre symphonique va jouer à Adélaïde au milieu de l'Australie et se paye pour 17 000 francs de compensation carbone. Non, je ne dis pas l'orchestre suisse, mais d'autres. Donc, c'est des pratiques maintenant, effectivement. Donc, le danger que je vois, moi, dans ce genre de truc, c'est que finalement, ça sera
comme d'hab, ceux qui ont déjà les moyens, qui pourront se payer cette labellisation ISO machin, et tous les autres qui, de facto, sont peut-être déjà à la base beaucoup moins consommateurs d'énergie parce qu'ils n'ont pas des décors qui sont créés pour 3 semaines et qui coûtent 100 000 francs puis qui passent à la casse droit derrière, qui seront finalement prétérités. Comment est-ce que vous, au sein du label, vous avez prévu de pondérer le fait dans vos audits qu'il y a des structures qui ont les moyens de vous payer ce que votre travail coûte, d'autres qui n'auront pas les moyens, mais qui méritent aussi d'avoir ce label si ça devient dans le futur un label auquel toutes les entreprises culturelles ou structures qui organisent la culture doivent être soumises. D'accord. Quand tu dis des structures, tu parles de la musique, c'est-à-dire tu parles de salles, Là, on a parlé de théâtre et de festival, mais il y a tous les autres organisateurs. Il y a donc il y a plein. Ça peut être des salles de concert rock, genre le Bourg ou le Romandier à Lausanne. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être bêtement, nous, je pense qu'on l'aurait peut-être le label, mais simplement, on n'a sûrement pas les moyens de se le payer. Ouais, après, les labels, c'est adapté. Ça dépend. En fait, si tu veux, c'est toujours la question, c'est que la structure, plus l'accompagnement est long, plus le travail est long, plus tu vas payer forcément. Donc une structure, une institution avec 3 salles, 70 collaborateurs, ça va être un certain montant. Une structure qui est une petite structure, par exemple, moi je ne me suis pas encore penchée vraiment sur le financement, parce que comme je commence, on n'a pas encore mis en place le financement ici, comment on allait faire ici. En France, je sais que c'est des forfaits, des choses comme ça. Tu peux très bien imaginer qu'il y a un autre label qui existe en France, et eux, ils font la labellisation, ils la font de 1 000 € je crois, ça coûte de 1 000 € jusqu'à 1 800, 18 000 €. Donc en fait, en fonction des structures, et du travail qu'il y a à faire, tu pourrais être labellisé pour 1 000 €. Tu vois, ça dépend aussi de ce que toi tu veux. Donc là, je pense qu'on peut arriver à justement trouver une certaine équité, et en fonction des structures que tu labellises et du travail qu'il y a à faire, une plus petite structure va être labellisée pour beaucoup moins financièrement qu'une structure, une grande structure. Simplement parce qu'un audit dans une grande structure, ça va te prendre 3 jours, alors que dans une petite structure, en une demi-après-midi, j'ai fait le travail avec vous. C'est ça en fait. Donc l'équité, elle va se situer à ce niveau-là. Donc a priori, oui. Après, moi j'avais même pensé à labelliser les compagnies, mais en fait un label c'est quand même très compliqué. J'ai mis mon nez dans cette histoire et c'est très compliqué parce qu'une fois que tout est fait, c'est validé par huissier, tu peux pas changer un mot. Enfin, c'est pas simple en fait à mettre en place un label. C'est pour ça qu'une charte c'était plus accessible aussi simplement à développer. Parce que du coup là il y a beaucoup de phases à mettre en place, mais je pense que ce sera tout à fait faisable. J'ai encore juste une question, mais justement les structures, alors est-ce qu'elles vont exiger des acteurs culturels d'avoir aussi ce label ? Non, mais Parce vrai que, voilà, non, mais on comprend dans tout à l'avenir. fait. Je veux dire, il n'y a pas que des grosses structures. Dans la Fédération romande, on a des petites salles qui, on est conscient qu'effectivement, elles ont peu de moyens, peu de subventions. Ça va des petites salles de 100 places à des grandes salles de 800 à 1000 places. Et ça, on en est conscient. Par contre, si les grosses structures qui ont des moyens, c'est toujours après une question de proportion, donne l'exemple, partent dans ce genre de processus de labellisation et RSO, RSE, indirectement, lorsque nos grosses structures accueillent des compagnies, on a des compagnies, la plupart d'entre nous avons des compagnies en résidence, eh bien, on peut les rendre attentives à cela, par exemple des décors, c'est souvent les compagnies indépendantes, bien sûr qu'elles ont d'autres chats à fouetter, que déjà elles ont du mal à boucler les budgets de production. Alors si en plus on vient leur rajouter des contraintes qui vont charger leur budget, ça va pas fonctionner. Mais par contre, les structures labellisées eh bien, pourront accompagner les compagnies, mais les musiciens aussi, ou ça commence tout bêtement déjà de supprimer toutes les bouteilles en plastique pendant les concerts, d'utiliser des verres. Ça, c'était déjà une grosse discussion avec toutes nos équipes techniques. Ouais, mais c'est plus facile, il faut récupérer, etc. Donc, d'accompagner ces compagnies, et puis petit à petit, d'influencer le politique dans le cadre des demandes de subventions pour les aides à la création ou pour des concerts, etc., d'intégrer ceci, c'est un coût
on leur demande d'avoir un coût supplémentaire pour telle ou telle chose, mais de dire, voilà, on doit imprimer notre programme ou on doit éditer quelque chose, ça nous coûte un tout petit peu plus cher. On doit se déplacer, ça nous coûte plus cher parce qu'on a favorisé tel ou tel déplacement. Et que ça, c'est intégré justement dans le cadre des subventions. C'est pas un travail qui va se faire comme ça du jour au lendemain, mais je pense qu'effectivement, je trouve que on a un devoir moral, nous, en tant que grosse structure, et on le fait déjà. Je suis surpris chaque fois que je discute avec la plupart des membres de la fédération que chacun a déjà, de son côté, essayé de faire des choses. Et ce que je trouve intéressant dans ce label, c'est qu'effectivement, on ne doit pas tout faire en même temps. Parce qu'en fonction des moyens de chaque structure, c'est compliqué. Si on doit acheter une imprimante qui coûte moins cher, mais qui est un petit peu plus polluante, on va faire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'effectivement, je pense qu'on peut aider justement après les compagnies, les acteurs culturels qui ont besoin de moyens. Merci. Delphine, encore un mot, et puis après on va peut-être parler de la charte, et je vais présenter un peu mieux les participants au débat qu'on a déjà entamé, hein. Mais peut-être que là, tu pourrais conclure sur le label, puis il reviendra bien sûr dans la discussion. Hein. Non, je voulais juste voir Béatrice, en fait, parce que ta problématique, c'est de ne pas pouvoir, toi, participer en tant qu'acteur culturel. Ça, j'essaie de comprendre, en fait, parce que tu es hyper impliqué, justement, dans ta manière, toi, de procéder, de transmettre des choses. Donc, en fait, c'était par rapport à... J'essaie de comprendre, en fait. Non, par exemple, dans une des conférences qu'on a eues avant, il y a eu un label qui a été présenté qui s'appelle Terre durable. Mm-hmm. Et puis, il présentait ce label et comme point de comparaison, il disait que maintenant, par exemple, il y a des labels bio qui sont des labels super industriels et tout. Puis Terre durable, ça implique que il y a effectivement tous des points à obtenir, le même procédé, 80-90%, puis que les points, tu les obtiens à tel endroit ou à tel autre. Mais effectivement, la durabilité de la culture, c'est, en tout cas pour moi, si après, pour avoir tes points, tu te payes juste la compensation bilan carbone, puis que tu continues à sillonner la planète dans l'avion, puis à faire des tournées à la con, où tu vas faire juste une date dans tel pays, et puis le lendemain, tu reprends l'avion pour aller dans un autre pays. Là, je veux dire, dans n'importe quel label, effectivement, il y a des travers possibles. Donc c'était plutôt ça. Moi, je pense que maintenant, de manière générale, il faut vraiment qu'il y ait aussi des trucs un peu contraignants. Il faut l'obligation, effectivement, que quand il y a des décors qui se créent, et les grosses structures, moi je sais, j'ai fait un décor à Vidi, il a coûté plus de 100 000 balles, 3 semaines après, il était à la poubelle. Donc ça, je trouve que c'est... Et puis la même chose pour le Grand Théâtre, la même chose pour d'autres théâtres. Je veux dire, ce genre de truc, ça ne devrait pas exister, ça ne devrait plus exister. Je peux juste te donner une indication par rapport à la question du label, c'est justement de faire... C'est pas forcément d'être très contraignant, mais c'est de faire réfléchir les gens à faire autrement. Et là, tu parles des décors. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais en sorte de faire des recommandations pour que les structures mettent de plus en plus en place la question de l'éco-conception. Donc là, en France, par exemple, il y a tout le décor de Carmen qui a été fait en premier décor, en fait, totalement éco-conçu en France. C'est en 2018, je crois. Ça leur a demandé 3 ans de travail, d'accord, 3 ans de travail. Parce qu'ils ont dû trouver d'autres manières de faire. Tu utilises énormément tout ce qui est polystyrène. Ça s'utilise énormément. C'est hyper polluant. Donc, ils ont tout fait faire en liège. Donc, les coûts, voilà. Donc, ils ont dû trouver des solutions. Ils ont dit, OK, là, on a fait un spectacle éco-conçu. On a pris énormément de choses. On va transmettre nos bonnes pratiques pour toutes les autres structures, parce qu'ils ont fait ce travail, pas pour eux. Les 3 ans de recherche, ils les ont faites pour d'autres théâtres. C'est-à-dire que maintenant, ils deviennent un peu une référence en matière d'éco-construction de théâtre. Et donc, toi, ça t'intéresse, tu te dis, tiens, moi, je peux très bien essayer d'aller voir comment ils ont travaillé. Donc, l'idée, c'est que des fois, on investit beaucoup. Il y a une structure qui investit beaucoup à mettre en place des choses. Ça va lui coûter financièrement. Et après, ça lui permet aussi de transmettre des choses. Et c'est ça, l'idée du label, c'est aussi de partager les expériences pour faire en sorte que chacun puisse faire un peu mieux. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse arriver, au final, demain, à faire des spectacles en liège. Alors, est-ce qu'il est local? Est-ce qu'il n'est pas local? Enfin, tu vois, ça va très loin. Mais l'idée, c'est de stimuler et de faire penser à l'éco-conception et après de donner des pistes en disant, voilà, vous pourriez faire ça ici, dans la région. Il y a telle entreprise qui peut vous proposer ça, de travailler de cette manière-là. Tu peux travailler avec Materium, qui existe justement à Genève.
où justement ils sont partis dans la même idée que ce qui existait justement en France aussi, la réserve des arts, où ils travaillent complètement en économie circulaire, c'est-à-dire un décor va être récupéré par un autre décor. Au Théâtre de la Colline, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à un scénographe d'utiliser les décors qui ont servi pour le précédent spectacle. Donc ils travaillent dans cette idée. L'idée, c'est même pas de dire ok, on stocke quelque part et tout. C'est comment on fait différemment. Moi, je suis scénographe, j'arrive et on me dit voilà, ça sera ton matos. Une fois que ça sera découpé, tout ça, c'est le matos qu'il y a pour la prochaine. Donc toi, tu es scénographe, tu fais ton spectacle, ta scénographie. Et en fait, quand le prochain arrive, on lui dit en fait, voilà ce qui était présent sur le précédent spectacle. Est-ce que tu peux faire avec quelque chose, inventer des choses, innover avec ça qui est déjà là, sur place, pour qu'on évite d'aller le stocker ou de le détruire ou de le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois, donc la logique, elle peut aller beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est la question de la contrainte dans la créativité. Hein. On va en parler aussi. La question de la contrainte. Oui, Grégoire, je voulais présenter. J'en profite pour te présenter un petit peu plus. Grégoire Cartier, qui est donc à l'origine de Slow avec Béatrice Graff. Tous les deux sont musiciens, batteurs, batteuses. Bon, voilà. Et Grégoire est en plus l'auteur, il réfléchit depuis un moment à la dégradation de l'environnement par le biais des tournées. Il a pris du temps pour se poser des questions philosophiques et environnementales depuis 2 ou 3 ans. Et il est l'auteur d'un blog, ou plutôt d'une page Facebook qui s'appelle la collapsologie heureuse, et qui a plus de 30 000 abonnés, ce qui est extraordinaire pour un label, c'est pas un label, pour une page Facebook francophone dédiée à la collapsologie. Et donc il est très impliqué actuellement en tant que musicien et en tant que philosophe dans les questions environnementales. Et c'est pour ça qu'il a initié avec Béatrice Graff Slow. Béatrice, je continue et après je te passe la parole. Béatrice Graff, qui est de la région à l'origine, hein, plus ou moins. Elle est fille de paysans suisses alémaniques et qui a été établie en terre vaudoise, mais maintenant elle est établie, elle, plutôt à Genève, en ville, ce qui ne l'empêche pas, depuis des années, d'être très intéressée par l'environnement et au contraire de s'engager dans le milieu urbain pour défendre la cause environnementale. Elle a d'ailleurs exprimé, en tant que musicienne, cet engagement environnemental, puisqu'elle a fait l'année dernière un cycloton tour. C'est-à-dire qu'elle a utilisé ses jambes, sa force musculaire, pour un sound system qui projetait le son qu'elle faisait dans son groupe. Elle a fait combien de dates avec ça ? Ouais, on a fait 500 km à vélo, on est parti de Genève à Zurich, on est allé ensuite à Lucerne, on s'est arrêté à Fribourg, avec le concepteur de la sono mobile qui est là, qui servira ensuite à alimenter les concerts, donc le cyclotone. C'est des gens de Fribourg qui, depuis 2012, ont créé toute une installation de son qui fonctionne qu'à l'énergie humaine. Donc, il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a rien. Vous arrêtez de pédaler, il n'y a plus de son. Et Béatrice est par ailleurs lauréate d'un prix suisse de musique 2019. Et c'était en même temps, hein, mais il avait été prévu avant. Et donc, elle continue aussi à participer à plusieurs groupes. Et c'est le cas de Grégoire aussi. Chacun est son leader et aussi participant de différents groupes. Je ne sais pas si tu veux les nommer, Grégoire. Bon, en ce moment, je travaille beaucoup avec Soils, ça veut dire mon ami Alexis Anhart. Et puis, c'est un peu le premier projet que je développe où on essaie vraiment de lier culture et écologie. Et puis voir, avec l'intention de parler de ces sujets-là, mais d'une manière plus abstraite que conférence scientifique. Et puis aussi toucher les esprits, et puis aussi faire c'est comme un work in progress, ça veut dire qu'on commence maintenant. Après, on a commencé par faire de la musique, Slow s'est intégré aussi avec ça, et puis maintenant c'est un peu de développer en fait des activités culturelles qui sont toujours liées avec la transition, et puis
Essayer de durer, enfin, pas de durer, intégrer aussi toutes les contraintes, parce qu'en fait, j'écoutais M. Lou tout à l'heure. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est aussi dans la notion de temps qu'on a pour améliorer les choses. Et puis c'est pour ça que dans la collapsologie, on parle d'effondrement. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas fait ce qu'il faut dans le temps imparti, eh ben, les choses risquent de s'effondrer d'elles-mêmes. Et puis donc, c'est toujours plus compliqué d'enlever l'eau qui rentre dans le bateau que de se demander si on a bien fait de faire ce voyage. Par exemple, je sais pas, le rapport halte à la croissance, il date de 72, ça veut dire il y a plus de 50 ans. Non, il y a 50 ans. Et je me dis... En même temps que le vote pour les femmes. Voilà, je me dis, c'est assez terrible en fait qu'on n'en soit qu'après 50 ans de réflexion et puis d'analyse scientifique, on en soit à se demander si les techniciens ne devraient pas avoir des bouteilles en verre. Mais après, je comprends très bien que... Enfin, j'aime bien Olivier Rey, qui est un philosophe français, qui parle de ça. Il parle toujours... il a fait un livre qui s'appelle Une question de taille, où il se pose la question, en fait, quelle est la taille des choses qui peuvent exister dans un monde durable. Et puis, par exemple, un truc que je me dis, c'est que Slow n'existerait peut-être pas sans le Covid. Parce que les questions, c'est clair que les questions, on se les posait déjà avant, on se les posait déjà ensemble. Et puis là, on s'est dit, finalement, tous les événements de masse sont tombés cet été. Il n'y avait pas de foot, pas de gros festival, pas de JO. Et puis en fait, ça permet à plein de choses d'éclore. Et souvent, c'est ce qu'on dit dans la collapsologie, il faut imaginer que le système, c'est comme un gros arbre, et puis qu'en dessous, il y a plein de pousses, et puis que ces pousses-là, elles peuvent pousser que si l'arbre y tombe. Et il y a quand même un truc comme ça où je vois aussi toutes les initiatives qui sont en train d'être prises à des niveaux local, régional. Et puis c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant On voit que par exemple pour avoir de la résilience alimentaire, il faut plutôt travailler sur des micro-fermes, sur du bio, sur des choses comme ça, et pas négocier en fait entre... On ne doit pas se demander qu'est-ce qu'on a envie de négocier, mais qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis finalement, c'est la planète qui nous renvoie chaque année le signal que la canicule de cette année, c'est qu'on n'y est toujours pas. Et puis après, c'est aussi sur des temps qui sont immensément longs. Ça veut dire que ça peut durer le réchauffement qu'on est en train de mettre en place, il va durer des milliers d'années. Et puis donc, on ne peut pas seulement s'adapter, mais il faut vraiment... il y a ce côté un peu darwinien, il faut s'adapter ou mourir. Et puis, il faut aussi accepter ça, puis il faut peut-être mettre maintenant la perspective de se dire, si on ne change pas les choses, alors les choses vont mourir. Mais ça veut dire peut-être les plus grosses institutions vont tomber, parce que finalement, il n'y a plus de place pour ça dans un monde, il n'y a plus assez d'argent. Jean Covici disait, voilà, si on veut tenir les accords de Paris, il faudrait un Covid chaque année. Parce que c'est ça qu'on doit tenir, c'est 7% de moins. Et puis cette année, on aura probablement 7% de moins d'émissions de CO2. Et l'année prochaine, il faudrait qu'on ait la même chose. Et puis, en même temps, tout le monde se réjouit que ça reprenne. Enfin, on a des indicateurs scientifiques, économiques qui nous contraignent. Ça veut dire qu'on doit avoir des entrées fiscales. La bourse va très bien, c'est inquiétant. La culture, elle profite des rentrées fiscales, évidemment, parce que c'est de la redistribution de l'argent public, enfin de nos impôts. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je t'ai interrompu. C'est pas grave. Désolée. Mais enfin, il y a toutes ces questions-là. Des crises qu'il faudrait un Covid. Par exemple, on n'a pas le droit de faire du travail au noir dans l'économie, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, concurrence déloyale, etc. Et je trouve que maintenant, il faudrait commencer à... Je trouve très bien de faire le label. Je trouve dommage qu'il ne soit pas plus contraignant, mais après, je comprends aussi que politiquement, il y a des choses qui empêchent... Que le simple fait d'être un politicien, c'est pas évident de restreindre la liberté de chacun ou sa propre liberté. Et moi, je trouvais intéressant, quand j'ai commencé à travailler avec Béatrice, j'avais lu la charte des artistes, que je trouvais super intéressante. En tout cas, aussi le geste, je trouvais que c'était très bien de le faire. Moi, ce qui me manque, et puis c'est ce que je vois dans le groupe de collapsologie, quand on fait c'est un groupe de partage et de dialogue sur les informations qu'on a sur la situation environnementale, c'est
comment créer le désir. Finalement, peut-être que si on se dit qu'on doit renoncer à certaines choses, ça c'est un côté négatif. Maintenant, comment désirer le renoncement? Comment en fait se dire, voilà, s'il n'y a plus les tournées en avion, qu'est-ce que je vais faire de mes capacités artistiques et créatives pour ma région? Et puis ça, par exemple, j'en parlais avec les institutions culturelles avant le Covid, où je commence à leur dire, voilà, je comprends bien que le business model d'un artiste, c'est plus on tourne à l'étranger, plus on a de subventions, et donc plus on est payé, et puis plus c'est facile. En tout cas, c'est le modèle de Pro Helvetia. Ouais, voilà. Mais c'est très bien, parce qu'évidemment, on est dans des petits pays où c'est dur de vivre de sa musique à l'intérieur, mais après, ça pose carrément, je trouve aussi la notion de professionnalisme artistique, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vraiment vivre de ça, est-ce qu'on doit vivre que de ça? Et enfin, c'est très ouvert, mais je me dis, ce serait bien qu'on aborde les questions radicalement, au lieu de négocier jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la planète nous dise stop, et puis qu'en fait, on se dit, on aurait peut-être dû se poser ces questions avant, mais on n'a pas osé. Tout à fait. D'ailleurs, on en a parlé avec Pierre-Louis, qui lui aussi est pour le côté radical, même si la charte n'est pas encore peut-être suffisamment à son goût. Oui, moi je l'ai trouvée assez quand même contraignante, mais pas assez, mais parce que moi je débute. Je suis non, mais après je trouve que je débute dans la culture durable. C'est pour ça. Les questions, elles doivent être radicales. Après, les réponses, c'est clair, on ne peut pas tout annuler du jour au lendemain, on ne peut pas tout changer tout de suite. Mais tant que le fond de la question, il est radical, ça veut dire quel est l'objectif qu'on veut atteindre, pourquoi, comment, avec qui. Alors à ce moment-là, on peut avancer vers ça. Mais si on se dit, mais on a quand même déjà fait ça, le greenwashing, voilà, c'est typique. Ou alors on ne peut pas se poser la question parce que si le Louvre n'a plus les Japonais et les Chinois, on va mourir. Peut-être qu'il faut que vous mouriez parce que sinon peut-être ça fait partie de la transformation. Mais si vous mourrez, ça ne veut pas dire que c'est comme on dit, l'Empire romain il s'est effondré, mais les Romains ne sont pas tous morts. Et puis donc on va faire des autres choses qui ne seront pas le Louvre, mais ce sera super aussi. Tout à fait. Merci Grégoire. Oui, encore Béa, juste pour présenter encore... Non, juste pour rebondir là-dessus, puis après on laissera Pierre-Louis, parce que ça fait un moment qu'il doit dire des trucs. Oui, trépigne. Non, je pense qu'effectivement, c'est assez intéressant, parce que maintenant, toute la période qu'on vit, il y a eu des RHT, des APG, pour tout le milieu culturel qui était vraiment très impacté par ce Covid. Donc la plupart des salles sont à l'arrêt. Et donc maintenant, en fait, on est dans une espèce de période entre deux où on subventionne du non-fonctionnement. C'est-à-dire des salles qui restent fermées ou qui accueillent au dixième ou au tiers ou au quart de leur capacité quand ils arrivent encore à accueillir. Et parallèlement, la ville de Genève, ils ont lancé un appel à projet quand ils ont vu que tous les gros événements de l'été étaient annulés. Et ils ont demandé à des artistes s'ils n'avaient pas en 2 semaines tout d'un coup un projet à proposer. Et il y a eu plus de 400 projets qui sont arrivés. 365 sont arrivés dans les temps. Donc 365 ont été homologués comme étant papables. Et finalement, ils ont distribué les 300 000 misérables francs. Quand je dis misérables francs, c'est par rapport à tout ce que nous coûtent ces gros bateaux qui restent vides, à une quinzaine, à 18 compagnies différentes. Et moi, je trouve que ça, vraiment, pour moi, c'est très important. Parce que est-ce qu'on va continuer à payer du non-fonctionnement, donc des salaires à plein temps? Mon voisin, il travaille dans une de ces salles. Pendant 3 mois, il était payé à plein temps pour ne pas être là. Est-ce qu'on va continuer à nous, parce que je te dis on, c'est nos impôts finalement, on l'a dit, c'est de l'argent qui est redistribué, ça fait partie du... Ou est-ce que pour faire travailler la culture, on va juste laisser les créateurs proposer, faire des propositions qui permettent ensuite à des chargés de com', à des chargés de diffusion, à des graphistes, à des sonorisateurs, tout ça, de travailler, être dans un processus de création et de proposer aussi un autre type de culture. Donc c'est vraiment ce changement d'échelle. Je trouve que c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on arrive, parce que c'est le premier Covid, on n'en est pas sorti. Il y aura un deuxième Covid, un troisième Covid. Donc maintenant, je pense que c'est vraiment globalement toute la chaîne culturelle qui va devoir se poser des questions sur quel est notre rôle, quelle est notre mission et à quoi on sert et comment on peut faire qu'il y ait encore de la culture, parce qu'on en a vraiment besoin dans des périodes qui nous attendent. Oui, alors très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que je vais passer pour cet éclairage qui est vraiment plus qu'un éclairage, qui est un coup qui est une main levée pour
stopper peut-être un peu la culture institutionnelle qui en a trop pris peut-être ces derniers temps. Thierry s'exprimera certainement, non, peut-être, tout à l'heure. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais pourquoi pas, puisque tu es là. Mais bon, on va passer la parole à Pierre-Louis Chantre, qui, lui, avec deux co-rédacteurs, a réfléchi, qui est donc journaliste indépendant, dramaturge, responsable d'un atelier d'écriture à l'École supérieure de bande dessinée, et conseiller artistique pour le Théâtre Forum Mérin. Pierre-Louis, il a réfléchi avec Camille Rebeté, metteur en scène, qui a son origine d'ailleurs de la charte, de l'idée. Tu m'as dit, et Tom Tirabosco, dessinateur de bande dessinée, dessinateur, à mettre en place une charte pour le climat qui est dédiée spécifiquement aux artistes, aux acteurs et actrices culturelles. Voilà, il va nous en parler un peu, beaucoup, passionnément, sûrement. Oui, pas trop, je ne vais pas faire un exposé trop long, parce qu'il sait bien qu'on voit dans le débat, il y a plein de choses qui se disent en fait qu'on avait envie de dire les uns et les autres, donc voilà. Effectivement, c'est moi qui suis ici pour parler de cette charte des artistes, acteurs et actrices culturelles pour le climat, mais on est 3 à l'origine, et bon, pour la petite histoire, encore en amont, c'est vrai que j'ai compris vraiment aujourd'hui à quel point on avait eu des initiatives parallèles avec Delphine, en fait. Elle vous a raconté qu'en fait son label, à l'origine, il y avait une charte, il y a tout un travail qu'elle a fait. Il y avait une charte d'abord qui était dans son esprit, et puis ensuite un label peut-être derrière. Et il s'est trouvé qu'on est arrivé, nous, ce qui est donc représentatif de ce qui se passe dans le monde de la culture, où on est arrivé, Camille d'abord, Tom Tirabosco et moi, avec cette charte, alors qu'elle était quasiment sur le bord, en fait, d'en produire une, ou qu'elle était quasiment prête. Donc il y a quelque chose qui se passe dans les milieux de la culture qui fait qu'on a envie de prendre ça en main, mais c'est vrai que donc Camille Rebeté, effectivement, jurassien, metteur en scène jurassien, auteur de théâtre, scénariste de bande dessinée, qui était aussi conseiller, je crois qu'il n'est plus conseiller municipal à Delémont, et qui agitait d'ailleurs au sein du conseil municipal, je crois, pas mal des questions d'environnement, et puis qui voyait aucun écho, donc il a fini par quitter le conseil municipal à cause de ça, je crois. Et puis, un peu tout seul dans son coin, il a rédigé une charte pour les milieux de la culture au sens large. Donc lui, il est donc impliqué théâtre, et donc lié aussi aux arts visuels, bande dessinée, mais enfin il a fait une charte, il a rédigé une charte qui n'est pas très loin en fait, de la charte finale qu'on a aujourd'hui. Et puis il a contacté Tom Tirabosco, dessinateur de bande dessinée de renom, et qui est très impliqué aussi, très actif dans toutes ces réflexions-là sur l'environnement. Et puis à un moment donné, ils sont venus vers moi, parce que moi je suis beaucoup dans l'écriture, est-ce que tu crois que cette charte tient le coup comme elle est écrite là, etc. Puis je suis entré petit à petit dans le jeu de cette affaire-là, en amenant certaines choses. Je vous passe les détails. Ce que je pourrais peut-être faire là, c'est vous donner une idée. Je ne vais pas vous la lire, la charte, les 2 pages, c'est pas très long, mais je ne vais pas vous la lire. Enfin, avec ce à quoi on s'engage en fait quand on signe cette charte. Grosso modo, on s'engage d'abord à une prise de conscience, en fait. Il y a un mot, qui est peut-être le mot qui t'a choqué d'abord, je ne sais pas quand tu l'as lu, qui est dans le préambule de la charte, qui est que on a une prise de conscience collective du problème du climat, mais en fait, dans les actes, on n'y est pas du tout. On est loin d'y être, donc à ce moment-là, il faut s'engager à quelque chose. C'était le mouvement de Camille, c'était ça, et c'est vrai que dans le monde culturel, on était, disons, d'une certaine façon, encore moins conscient qu'ailleurs de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Ce qui m'a choqué, c'est que, ça viendra après, c'est Oui. orienter nos activités. Ah non, d'accord, je pensais que c'était... Notre créativité. Et c'est vrai que le secteur de la culture était un peu comme épargné un peu de la réflexion sur tout ce à quoi il faut renoncer, s'il faut réduire, s'il faut baisser les émissions de carbone, etc. On parlait forcément beaucoup du transport, on parlait de l'avion, on parlait de la production de viande, on parlait de plein de choses, mais pas du monde de la culture. Et donc ça s'est arrivé assez récemment qu'on se dise, au bout du compte, mais non, le monde de la culture, pas du tout, émet beaucoup de carbone, pose beaucoup de problèmes. Donc il faut quand même qu'on s'engage, il faut qu'on y aille. Ça, c'est la base. Donc c'était en printemps 2019, ça. Et puis, Camille a amené une notion, à un moment donné, qui est dans le préambule, de dire, voilà, il faut qu'on se mobilise, que notre mobilisation doit être équivalente à celle d'un effort de guerre. C'était avant Emmanuel Macron.
c'était avant Emmanuel Macron et sa rhétorique militaire sur le Covid et puis tout ça. Hein. Donc moi, je trouve pas forcément super heureux qu'on convoque la rhétorique militaire pour ça. Mais enfin, c'est cette idée plutôt, quand on parle d'efforts de guerre en préambule, qu'il faut qu'on se mobilise comme si on était, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans nos esprits, il faut que ce soit à ce point important pour nous. C'est pas une chose en plus des autres, c'est une chose qui est parfaitement centrale. Si on était en guerre, si on était menacé d'une guerre, si on était en 37, 38 par rapport à ce qui se profilait, on y penserait tous les jours et on se demanderait tous les jours comment on peut arrêter ça. Et bon, on n'a pas pu arrêter ça pour la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut que ce soit central dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos ventres, à ce point-là. Il faut qu'on se mobilise à ce point-là. Donc ça, c'est comment on ancre un petit peu la démarche. Et puis ensuite, il y a l'idée ensuite de... Je vais peut-être vous dire en quoi on s'engage. Finalement, quand on signe cette charte, quand on fait partie du monde de la culture, acteur culturel, donc artiste et acteur culturel. Les sous-signés reconnaissent l'urgence écologique. Là, ça n'a pas encore énormément d'engagement. On reconnaît simplement, comme le Parlement genevois l'a fait, au niveau de la ville de Genève, au niveau de l'État de Genève, on reconnaît qu'on est dans une situation d'urgence écologique. C'est un mot qu'on agite beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu la question, mais voilà. Et on considère que de prévenir le réchauffement climatique fait partie de la plus haute priorité pour nous qui nous engageons là-dedans. Ensuite, il y a des choses plus concrètes, du genre l'utilisation de matériaux locaux ou recyclés. Ça, c'est une chose dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le fait que dans le cadre de la diffusion de leurs œuvres, alors ça c'était un des points qui était le plus discuté entre nous trois d'abord, et puis ensuite avec les personnes qu'on a un peu consultées dans un premier cercle de consultation, c'est que dans le cadre de la diffusion de leurs œuvres, les artistes s'engagent à se déplacer, alors je lis, en transport terrestre ferroviaire lorsque cela est techniquement possible dans un rayon de 1000 km. Et c'est vrai que je crois que dans la première mouture, je ne me souviens plus très bien, mais il y avait... Alors on parle de contrainte, pas de contrainte. Faire réfléchir, pas réfléchir. Mais à un moment donné, moi, ma position et notre position, c'est plutôt de dire de la contrainte, il en faut. Donc là, c'est ce que tu disais. On ne peut pas, à un moment donné, se dire... Mais je comprends parfaitement qu'on se dise qu'il faut d'abord faire réfléchir, etc. Mais comme le disait Grégoire, on n'a pas le temps, en fait. Si on était en 1972, on pourrait se dire, oui, il faut qu'on réfléchisse tranquillement à ce qu'on peut faire, mais là, on ne peut juste pas. Donc... y a un ami qui m'avait dit, mais c'est comme les dimanches sans voiture finalement, c'était contraint, et puis voilà. Voilà, il faut qu'on réfléchisse, c'est vrai, la notion de contrainte, on doit se contraindre. Là, la contrainte, c'est genre, en fait, assez clairement, on ne prend pas l'avion jusqu'à 1000 km, et éventuellement, on ne prend pas l'avion. Et c'est drôle parce que cette question-là, c'était une grosse discussion entre nous, c'était une grosse discussion après. Prendre l'avion, c'est devenu un truc de dingue depuis 15-20 ans, parce qu'il faut se reporter à... Même la fin du XXe siècle, on ne prenait pas tant l'avion que ça. Et maintenant, on prend beaucoup l'avion. Et ne plus prendre l'avion, ça devient quelque chose comme si on s'arrachait un bras. Il y a vraiment des réactions comme ça, quoi. Comme si on était, genre, on habite à Grans, on ne prend plus l'avion, on ne doit plus bouger de Grans. Alors qu'évidemment, ce n'est pas ça. Mais il y a une réaction viscérale par rapport au déplacement et au temps que ça prend, qui était très forte là. Donc, ça a amené aussi... mais pour des raisons parfaitement compréhensibles, qu'on ne peut se déplacer en transport terrestre, on doit se déplacer en transport terrestre ou ferroviaire lorsque cela est techniquement possible. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté à un moment donné, juste dans un rayon de 1000 km. Ça, c'était pour quand même donner du mou et puis dire on n'interdit pas l'avion. En fait, si vous devez prendre absolument l'avion pour des raisons techniques ou autres, pour aller à Paris ou pour aller à Zurich, je sais pas, voilà, vous allez le prendre. Mais il y a cette idée qu'on se donne quand même a priori cet horizon, cette contrainte, l'avion c'est terminé. On essaie de se dire ça, et puis au fond on ne prend l'avion que par exception. On essaie de se dire que c'est ça qu'on se donne. Donc effectivement, dans ce régime de la contrainte, à quel point on se contraint ou pas, nous on est plutôt partisans de l'idée, a priori il faut qu'on se contraigne, mais on ne va pas non plus... Comment dire, on va pas, après c'est le régime, l'écofascisme, enfin tous ces trucs-là, on va pas contraindre, on va pas nous dire aux autres ce qu'ils doivent faire absolument. Cette charte-là, c'est vous qui vous engagez, on n'est pas un organisme politique, on n'est pas un gouvernement, chacun fait ce qu'il veut en s'engageant, c'est-à-dire il s'engage ou il ne s'engage pas. Mais à partir du moment où on s'engage, on se donne une contrainte, oui. Est-ce que c'est pas brider la créativité ? Alors est-ce que c'est pas brider la créativité ? Moi je pense pas. Enfin, moi je vois pas pourquoi de ne pas prendre l'avion, de devoir se déplacer en train pour aller
Berlin, pour aller à Paris, pour aller à Lisbonne. C'est long, il faut intégrer ça. Alors Thierry en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que du coup, par exemple, pour les compagnies, c'est compliqué. On doit, par exemple, on veut tourner, et puis on doit aller à Paris pour tourner, on doit aller à Berlin, on doit aller à Zurich, on doit aller je sais pas où. Et ben ça prend du temps. Si vous voulez aller à Lisbonne pour montrer votre spectacle, vous mettez genre 2 ou 3 jours, je crois. Eh ben, faut se contraindre, oui. Si vous êtes une institution, quand j'en ai parlé avec la Comédie de Genève, qui est très liée à Thiago Rodriguez, qui est un metteur en scène qui est très intéressant maintenant, avec qui ils se mettent en lien. Et puis, il me disait, oui, mais nous, on peut pas renoncer. Enfin, c'est difficile de ne pas aller le voir. On va pas commencer à faire des rendez-vous avec Thiago Rodriguez pour parler de nos projets, pour créer des liens ensemble par FaceTime ou par je sais pas quoi. Donc, il faut qu'on y aille. Et puis, si on y va en train, ben, ça nous prend 3 jours. On fait quoi? Mais on en parlait au bout de 10 minutes de discussion. Ben, ils disaient d'eux-mêmes, ben, finalement, on prendra de quoi travailler dans le train. On pourrait le faire. Ils ne sont pas encore en train de le faire. Ils se disent que pour aller voir Thiago Rodriguez à Lisbonne, il faut encore qu'ils prennent l'avion. Par contre, ils se sont dit, oui, c'est vrai que pour Londres, on n'ira plus pour Londres, pour aller voir des spectacles, pour rencontrer des gens, on n'ira plus en avion. Donc maintenant, ils se sont donné cette contrainte. Et a priori, c'est une contrainte. Voilà. C'est une autocontrainte, mais enfin, c'est quand même... voilà. C'est une limite, quoi, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup des questions de vocabulaire dans tout ça. Hein. Quel vocabulaire on se donne? On a beaucoup de vocabulaire chiffré, on a beaucoup de vocabulaire mathématique, et on se dit la contrainte, c'est pas drôle. Est-ce qu'on se donne un désir de renoncement? On se dit que c'est pas drôle, mais par contre, si on dit qu'on se donne une limite, moi ça me fait déjà plus envie. Oui, parce que la limite, c'est aussi effectivement, du point de vue artistique, quelque chose qui est fécond a priori, éventuellement. Et puis qu'est-ce que produit aussi le fait d'aller moins vite? Comme si je prends le train pour aller à Lisbonne, alors je vais peut-être aller moins souvent à Lisbonne, mais pendant tout le trajet, j'ai aussi tout le temps de réfléchir à d'autres sujets. Il y a plein d'idées qui vont naître, voilà. Mais c'est vrai que sans doute que ça veut dire tourner dans moins d'endroits, par exemple, peut-être. Donc ça veut dire que, par exemple, si le théâtre Forum Mérin, c'est pas ce qu'il est sur le point de faire, mais le Tanztheater à Zurich, sa directrice Katia Löpfe, il n'y a pas très longtemps, a émis un manifeste de son théâtre qui dit que les artistes, désormais, leurs déplacements ne seront remboursés que s'ils prennent des voies terrestres. C'est-à-dire que les compagnies qui viennent au Tanztheater à Zurich, désormais, si elles prennent l'avion, eh ben, on ne leur rembourse pas l'avion, sauf si, il y a toujours une exception quand même, parce que voilà, sauf s'ils viennent d'un autre continent et puis qu'au fond, ils ont besoin quand même de montrer leur travail, alors à ce moment-là, on entre en matière. Mais la directrice du Tanztheater a dit à un moment donné, ben on dit des tas de choses, on est très concernés, les milieux de culture sont très concernés par plein de choses émotionnellement, mais à un moment donné, on a un peu l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, quoi. Donc j'ai émis cette contrainte dans un manifeste, et c'est le manifeste que le théâtre pose, et puis il y aura, je ne sais pas s'il y aura moins de compagnies, si elle peut financer du coup le fait que les compagnies prennent plus de temps à venir, donc c'est aussi pour elles moins de temps de répétition, par exemple, si c'est plus de temps de déplacement, il faut les payer plus. C'est-à-dire qu'on paye un spectacle temps, et ben, il faut qu'elles demandent plus pour la venue d'un spectacle. Je crois que Béatrice voulait intervenir. Ouais, moi je pense que ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut que les structures d'accueil, ou les théâtres, les salles de concert aussi, se mettent ensemble. Parce que c'est vraiment tous ces espèces de déplacements ping-pong où les gens traversent l'Europe en long, en large, un soir là-bas, l'autre soir là-bas, le troisième soir là-bas. Il faut vraiment que les salles aussi se mettent en réseau, fassent tourner un nombre suffisant de fois le même spectacle, donc pas dans les mêmes régions. Tout ça, c'est super important. Et puis, effectivement, par rapport aux frais de déplacement, je suis très heureuse d'entendre ça pour le Tanzhaus. Je sais que, par exemple, maintenant, à Pro Helvetia, parce qu'ils sont vachement en retard, parce qu'effectivement, toute leur marque de fabrique ou toute leur raison d'exister, en gros, c'est de nous envoyer à l'autre bout de la planète jouer devant 40 personnes pour qu'on fasse carrière. Non, mais je caricature à peine, hein. Donc, ils sont obligés de se poser quand même des questions. Ils viennent d'avoir une commission écologie. Hein. On les a invités à ce plateau. Ils ont décliné l'invitation. Ils ne se sentaient pas encore assez prêts. Mais ils viennent d'avoir une commission écologie. Je sais que maintenant, ils ont été rendus sensibles aussi au fait qu'ils devaient rembourser les billets de train, puis pas seulement le meilleur marché, le billet d'avion. Donc, petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a toute une pression, je pense que nous, acteurs culturels ou artistes, on doit faire. Donc, c'est vraiment depuis en bas.
on doit faire pression, et puis c'est en gardant cette pression tout le temps, chacun de son côté, qu'on arrivera à faire bouger les choses. Il y avait juste Thierry, je crois, qui voulait intervenir, puisqu'il a été interpellé indirectement. Voilà, je venais manger une soupe en milieu, mais je me sens très interpellé, mais on peut... Non, mais c'est pas... Non, mais je t'interpelle pas toi. Non, mais je me sens indirectement comme représentant du pool et de la fraude. C'est ça. Alors que j'étais pas là pour ça, mais... Bon, déjà, PH, on est entièrement d'accord. Je crois que même les grosses structures... Alors, le débat structure institutionnelle, compagnie indépendante... Je sais que il a rien à voir forcément avec la transition écologique. Je pense qu'il existe depuis toujours. Et puis c'est une polémique que j'aime pas trop parce que on vient, même si on travaille souvent dans l'institutionnel, on vient tous de l'indépendant, voire du bénévolat pendant des années. Mais effectivement, c'est qu'une question et j'estime que quand on travaille dans l'institutionnel, on ne doit pas oublier qu'on a aussi travaillé avec des bouts de ficelle, avec peu de subventions, et qu'effectivement, ça fait partie d'un tout. Mais quand je dis on peut reprendre ce débat une fois, avec grand plaisir. Et puis, alors effectivement, PH, je pense que... Non, mais... Voilà. Mais j'ai un peu l'impression que quand je vous entends, et Pierre-Louis, toi tu travailles dans une structure, et qui est quand même une des plus grosses structures de Suisse romande, à Mérin, en tout cas, celle qui a le plus de moyens. Merci le casino. Là aussi, on pourra toujours discuter de l'éthique, mais moi, je suis dedans aussi. C'est aussi un casino qui nous subventionne. La loterie romande aussi, d'ailleurs, dans une moindre mesure. Mais non, mais on fait pas, les artistes font pas des ping-pong, en tout cas pas chez nous. Alors peut-être dans les grands festivals, et puis c'est pas du tout notre monde. Tu sais très bien qu'on doit mutualiser les tournées. Et cette mutualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait venir un spectacle, même des grosses structures ou des structures moyennes vont pas faire venir un spectacle français ou même suisse juste pour son plaisir, pour une ou deux représentations. On mutualise les tournées, il faut que vous le sachiez. C'est comme ça qu'on peut faire venir les compagnies. Il est révolu le temps où on avait juste envie de se faire plaisir en tant que directeur ou directrice de théâtre, de faire venir un spectacle de Lisbonne ou je sais pas d'où, juste pour dire qu'au niveau de la presse, on est là, on existe. On est maintenant économiquement, donc indirectement aussi, c'est ça ces contraintes. Les contraintes économiques induisent aussi des gestes écologiques, c'est-à-dire effectivement l'avion, je suis surpris aussi, nous on accueille, je sais pas, peut-être 1500, 2000 comédiens, chanteurs, danseurs, on paye les voyages, mais je pense que si on paye 20 billets d'avion, c'est beaucoup, le reste c'est du train, parce que c'est les structures qui les payent. Il faut savoir que quand on parle des plus, on paye un cachet, mais après on paye les défraiements, on paye les transports. Et que quand une compagnie fait entre deux théâtres 2 jours de transport, c'est les structures qui les mutualisent et qui les payent. Donc on peut influencer ceci. Donc je tiens quand même à vous rassurer. Alors oui, effectivement, les grandes stars, les grands festivals, mais là les structures, en tout cas romandes, sont tout à fait conscientes de cette problématique. Voilà, je voulais juste... Tu voulais... Ouais. Oui, je vais juste justement par rapport à, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la charte et la contrainte, vous me posiez des questions justement sur le label et le fait que ça soit contraignant. Je pense qu'on contraint forcément en obligeant les gens à réfléchir aussi. Et c'est pour ça que par rapport à la charte, j'avais moi aussi réagi et des réactions que vous aviez en retour par rapport aux 1000 km. Ce qui m'a juste, moi, un petit peu... ce que je peux juste relever, c'est pourquoi cette contrainte-là ? Parce qu'en fait, si on met dans une charte une contrainte spécifique, c'est la seule où on dit « Ok, ben alors c'est pas 1000 km et puis pas au-delà ». Pour moi, il y a un côté où je ne sais pas si c'est arbitraire ou pas, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être contraignantes, mais dans une charte, qui auront beaucoup plus d'efficacité écologique, tu vois, dans la réalité. Donc c'est pour ça que l'idée, c'était, si tu as une charte d'intention, et c'est pour ça que dans le projet au départ que j'avais, c'était de surtout pas avoir de contraintes, parce que c'était une charte d'intention. Et souvent, les chartes, c'est des intentions. C'est-à-dire qu'après, tu dis aux gens, voilà, ceci, cela, moi, je m'engage à faire ça. Et comment je le fais ? Eh bien, je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais travailler avec mes collègues, on va réfléchir ensemble. C'est pas simplement en disant 1000 km, parce que finalement, 1000 km, c'est vraiment probablement pas la mesure qui va avoir le plus d'effet
au niveau environnemental. Donc j'ai compris votre logique. Si tu veux, là, tu l'expliques, je comprends votre logique. Mais la logique de la contrainte, si tu poses des contraintes, dans ce cas-là, posons des contraintes à plusieurs niveaux. Pas simplement sur les transports, parce que loin de là, et on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que j'ai évoqué, c'est que le transport des collaborateurs, par exemple, là, si on parle d'institutions, mais là, on parle des compagnies, des acteurs culturels, le transport des décors, réfléchissons au transport des décors, parce que ça, c'est beaucoup plus, au niveau énergétique et des ressources, c'est beaucoup plus impactant que simplement, effectivement, un danseur qui va prendre l'avion, parce qu'il y en a très peu, qui prennent l'avion. Donc là, vous avez focalisé sur le transport, avec cette inclusion de la contrainte, alors qu'en fait, il aurait simplement peut-être fallu dire qu'on prend en considération nos modes de déplacement. Mais ça veut dire que moi, en tant que directeur ou en tant qu'artiste, dans le cadre de mon travail, je me dis, je prends le moins possible l'avion, mais dans ma vie personnelle aussi. Et c'est ça l'intérêt aussi. C'est pour ça que dans le label, en fait, l'idée, c'est de vraiment sensibiliser les gens. C'est aussi, tiens, on met en place un resto où on a plus d'agriculture biologique et locale. Et moi, dans ma vie, qu'est-ce que je fais tous les jours ? Est-ce que je mange moins de viande ? C'est ça l'idée. C'est vraiment d'aller en profondeur dans la réflexion. Et si je prends l'avion, je me limite à prendre l'avion, à pas prendre l'avion quand je suis en tournée parce que je suis un danseur, mais que finalement, après le reste du temps, je me dis je me paye un beau voyage en Asie parce que franchement, ça me fait plaisir d'aller en Thaïlande, passer. Voilà. Donc c'est ça, c'est que je crois que c'est dans sa propre pratique et dans son propre quotidien qu'on peut arriver à mettre en place des choses avec toutes les contradictions que ça comporte. Attention. Justement, ce point est là dans la charte, et ça, c'était alors, on peut le dire, mon apport, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y avait au départ, mon sentiment par rapport à la charte. Il y avait déjà une limite par rapport aux 1000 km, mais c'est vrai que moi, j'avais peur qu'on fasse une charte et qu'on fasse signer à plein de gens, on dépense toute une énergie avec ça, et puis que ce soit que une déclaration d'intention. Parce qu'on n'avait pas, par ailleurs, on ne connaissait pas ton projet et la possibilité effectivement d'une histoire de label, etc. On n'avait pas ça en tête. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on est trop dans les déclarations d'intention, quoi. Ça va pas. On n'a plus le temps, Grégoire l'a dit, on n'a plus le temps. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'est toujours là qu'il y a les plus grosses discussions. 1000 km, 800, 500, 2000, quoi. Et puis c'est là qu'on commence à discuter la viande, voilà, n'en mangez plus qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis c'est là qu'il y a le lever de bouclier, c'est là que viscéralement ça sort. Si on est dans les grandes intentions, disons, on va réfléchir un peu à notre consommation alimentaire, tout va bien. Et puis on dérange en fait personne. Et la vérité, c'est qu'il faut qu'on soit dérangé là. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, ça va nous coûter, ça va nous poser un problème. Et que ça va être dur, d'une certaine façon, peut-être pas si dur en fait. Une fois qu'on y est, mais qu'il ne faut pas qu'on soit seulement dans les déclarations d'intention. Donc c'est ça qui fait qu'effectivement, dans la charte, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déclaration d'intention, on doit prendre conscience de l'urgence climatique, tous ces trucs, et puis à un moment donné, 1000 km. Et où l'avion, c'est terminé, par exemple. Et là, ça crée un choc. Et moi, je trouve qu'avec une charte, avec un label, etc., à un moment donné, il faut qu'on crée des chocs. Et on est dans une situation où on doit être choqué par ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est mon sentiment personnel. Ouais, je le dis avec pas mal d'émotion, mais je pense que c'est la réalité dans laquelle on est. On ne peut pas juste se dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Et je dis pas ça contre ton label, c'est pas ça. C'est que ce qui amène les 1000 km, c'est ça. C'est de se dire, d'accord, à un moment donné, je me pose cette limite-là, et avec ça, je fais quoi ? Et c'est vrai que ce que j'ai amené aussi par rapport à ce que tu disais, c'est que si on a des déclarations d'intention que pour son métier, sa profession, son activité professionnelle, il y a un truc qui n'est pas suffisant. Donc, la discussion avec Tom, qui lui a renoncé à l'avion, à peu près, et Camille, je crois aussi, c'était, mais à ce moment-là, il faut aussi qu'on demande qu'il y ait un investissement personnel, parce que ça ne va pas, effectivement, exactement comme tu l'as dit, de se dire que pour son métier, on fait tout bien, mais qu'en même temps, on va se faire un beau voyage au Japon, je ne sais pas quoi, en avion. Parce qu'on peut toujours y aller en train, en bateau, mais enfin, voilà. Moi, je parlais... Excuse-moi. Oui. Je parlais du vocabulaire, justement. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, le vocabulaire qu'on utilise pour la culture durable, pour le durable. Est-ce qu'il faut un vocabulaire très provocateur, très effort de guerre, interdit, contrainte, ou alors est-ce qu'il faut un vocabulaire qui incite, qui dit le désir de renoncer, par exemple ? Ça, ça m'interpelle. C'est une question. Quand on a discuté l'autre jour, moi,
il faut changer le vocabulaire parce qu'on est beaucoup trop dans un vocabulaire, et je trouve notamment pour les milieux culturels, mais qui est trop imprégné d'un vocabulaire comptable et d'un vocabulaire scientifique. Alors je trouve ça très bien qu'on ait des données scientifiques, mais qu'à un moment donné, il faut qu'on change d'univers mental dans le vocabulaire. On est beaucoup trop dans la... Il y a quelque chose dans le vocabulaire il y a des avalanches de chiffres dont on ne sait plus quoi faire. Donc à un moment donné, il y a quelque chose il y a quelque chose dans le vocabulaire qui ne génère pas d'émotion. Il y a quelque chose dans le vocabulaire aujourd'hui, partout, dans tous les domaines, on utilise un vocabulaire qui est dénué d'images et qui est dénué de métaphores et qui fait qu'on n'a plus accès à l'émotion. Et ce qui nous manque, moi je pense pour l'action, pour se rendre compte, pour se dire que c'est pas si terrible de se donner telle contrainte ou je sais pas quoi, c'est qu'on soit dans l'émotion de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on doit faire. Donc là, on a une question de vocabulaire, et c'est vrai que là, on est encore pas mal dans un vocabulaire un peu administrativo-comptable, guerrier. Enfin, voilà ce qu'on essaie de convoquer. C'est pas encore ça pour moi. Bon, voilà. Mais en attendant, c'est déjà ça. Mais oui, on a une question. Et ta deuxième question, c'était quoi ? Il y avait une deuxième notion. Il y avait le vocabulaire et puis... Je sais plus. La notion de la contrainte, ouais. mais ça, la contrainte, mais vraiment au moment de l'acte créatif. Mais ça, c'est peut-être une autre chose. Mais c'est vrai que comment on en parle, en collapsologie ou autre, on a un vocabulaire qui est complètement cerné par le technique et le comptable. Et ça, on a puisqu'on est quand même dans la culture, mais on a une poésie de l'action qui doit se retravailler, et je crois que c'est lié à l'émotion. On est coupé de nos émotions, on sait tout, on a parfaitement compris la situation dans laquelle on est, et pourquoi on bouge pas. Moi je crois qu'il y a un problème d'émotion et de plantage de la situation dans les émotions. Donc la question du vocabulaire, elle est absolument primordiale. Oui, tu veux continuer encore ? C'est 13h, mais si vous voulez, on peut continuer encore un petit peu. Oui, je sais pas. Non. En fait, il y a le dernier point qui est la question des lieux de diffusion, qui est que quand on signe ça, on essaye de rendre sensibles les lieux de diffusion à toute cette problématique. Et c'est vrai que plus on réfléchit, et les discussions que j'ai eues aussi avec les gens qui ont signé cette charte, maintenant il y a 260 personnes qui ont signé cette charte, et puis une vingtaine de structures, mais ce sont beaucoup des compagnies en fait indépendantes. Et il y a quelques structures qui l'ont signé, du genre le Théâtre Forum Mérin, du genre le Théâtre des Marionnettes de Genève, du genre Delémont BD par exemple, qui ont signé ça, mais il y en a très peu. Et c'est vrai que la question, elle est celle c'est une question politique en réalité, celle des institutions politiques et celle des institutions culturelles, comment elles s'engagent là-dedans. Et parce que en fait les artistes me disent, c'est très bien qu'on signe, nous on fait tous nos efforts, mais si les structures ne sont pas dedans, si elles ne font pas la même démarche, si elles ne nous soutiennent pas, si elles n'ont pas la même initiative et même plus, ça sert à quoi ? Comment est-ce qu'une compagnie peut aborder la Comédie de Genève en lui disant « mais moi je suis dans cette logique-là, donc ça veut dire que mon spectacle est plus cher » ou j'en sais rien quoi. Je pense que c'est parfaitement possible de discuter, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut que ça vienne des institutions en fait, à un moment donné, et du politique. On parlait de d'où vient l'argent. Il faut que le politique, qui a déclaré l'urgence climatique, un peu tout le monde l'a fait, les parlements, mais à un moment donné, ils s'y mettent. Ils s'y mettent en réalité, et pour financer les labels, les bilans carbone, les ceci, les cela, il faut que le politique y soit, c'est tout. Il faut qu'il s'y lance, et ceux qui ont du pouvoir, en fait, donc les structures, les politiques, c'est eux qui doivent y aller. Les petits qui signent la charte, et donc les institutions peuvent la signer, c'est très bien, mais en quelque sorte, on est un peu enquisté dans le pouvoir qu'on a. Donc voilà. Et ça, excuse-moi, je finis juste pour dire que voilà, une petite annonce, puisque on parlait de ce que font les structures, de ce qu'elles peuvent faire ou pas faire. Donc le Théâtre Forum Mérin, pour lequel je travaille en tant qu'indépendant, mais en tant que conseiller artistique, a annoncé hier en fait qu'il allait se lancer dans un calcul de son bilan carbone. On parlait des bilans carbone. Et à un moment donné, effectivement, comme l'a dit Delphine, c'est la première phase que doivent au fond accomplir des structures, c'est calculer leur bilan carbone. Et à partir de là, en fait, on n'a encore rien fait. On a calculé ce qu'on émet, mais la question c'est, on fait quoi à partir de là ? On réduit de combien ? Normalement, on devrait réduire de 45%. D'ici 2030, c'est à peu près pour tout le monde pareil. Comment on le fait ? Voilà. Donc avec une initiative comme celle de Delphine, ça va aider à ce que normalement ça concrétise
les actes pour en arriver à de tels objectifs. Mais c'est vrai que le premier truc, c'est le bilan carbone. Théâtre Forum Mérin va le faire avec 5 spectacles différents, de cirque. Vous le faites sur les productions. C'est fait sur les productions. Voilà, c'est une entreprise qui s'appelle Maneco, qui est à Mérin, Ouais, je la connais. qui a une agence, en fait, quelqu'un qui fait ça, qui a l'habitude de faire ça, je crois, et qui va se lancer là-dedans pendant l'automne qui vient. Et à partir de là, voilà, c'était déjà pas si facile à amener au sein de la structure, juste l'idée de faire un bilan carbone. Donc ça frémit, ça frémit. Ça frémit. Il faut que ça bouillonne. Mais c'est Il faut vrai que que ça ça a bouillonne. été, si vous voulez, cette charte. Je voulais elle a donner la été- parole aux artistes, c'est vrai. encore. La charte, elle a couru dans tous les théâtres genevois en tout cas. Mais pour l'instant, ça bouge pas trop de ce côté-là. Ils sont pas dit, nous aussi, on va faire un bilan carbone. Donc le TFM est un peu un poisson pilote dans cette affaire. Et puis, il s'agit de voir aussi les conséquences que ça a, ce que ça implique, etc. Mais toujours, c'est cette question du temps qu'on a, qui nous reste. On fait un bilan, puis après on réfléchit, puis après les autres s'y mettent, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on devrait tous y aller, tous ensemble. Non, mais Et radicalement, au sens, tout de suite, maintenant, on le fait. Et on prend des décisions. Mais enfin, voilà. L'idée de fédérer. C'est vraiment l'idée de fédérer, c'est l'idée de mettre en marche, tous se mettre en marche maintenant. Et quand en fait, je relève juste une chose, quand je disais que c'est pas contraignant, il ne faut pas se méprendre, parce que quand vous voulez rentrer dans la démarche, ou les organisations rentrent dans la démarche, la contrainte, c'est les bilans carbone. Donc déjà, il y a une première contrainte. Et ensuite, toutes les actions que tu mets en place, par exemple, si tu dis dans notre entreprise, dans notre organisation, ou dans notre festival, ou en tant qu'acteur culturel, on décide de faire ça, ou par exemple financer, il y a un théâtre un théâtre qui a financé, par exemple, des abonnements pour les collaborateurs de transport public. C'est financé par le théâtre. Donc des abonnements, si tu fais Nyon-Genève tous les jours, c'est financé par ton théâtre. Donc ça, effectivement, c'est un coût pour le théâtre, mais c'est un investissement aussi. Et les collaborateurs n'ont pas à débourser, donc ça favorise, parce que si tu as dépensé 200 balles ou venir en voiture ou en moto, donc voilà, donc ça peut être, à partir du moment où tu dis « je décide » ou en tant qu'organisation, on décide de le faire, tu dois prouver à la fin de l'année, tu dois montrer des preuves comptables que tu as effectivement payé les abonnements de tes collaborateurs. C'est pas le truc où tu dis « je fais un truc, je le fais pas ». Donc il y a une contrainte dans le choix, que tu fais des choix, mais à partir du moment où tu as fait ces choix, tu es contraint de relever le défi. Sinon, tu n'avances pas et tu n'as pas le label. Donc c'est l'idée, c'est comment tu stimules, comment tu proposes, comment tu inventes des solutions, tu avances en fait, comment tu avances concrètement, et à la fin, ok, tu l'as fait ou tu l'as pas fait, tu l'as mis en place ou tu l'as pas mis en place. Donc il y a une notion de contrainte quand même. Oui, mais je crois que c'était clair. On parlait plutôt de la charte, mais il y en avait des critères de contrainte. Oui. Alors, j'aimerais que les deux artistes, même si vous en êtes aussi, quelque part, des créatifs en tout cas, concluent ce débat en disant s'ils croient avec ferveur à une idée de culture en changement et durable, et pour eux, il y a urgence, donc quels sont les moyens que, outre ce festival, qui est déjà un moyen, un message, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il advienne maintenant? Le festival Slow, l'idée c'est de... On l'a axé sur on a 3 axes. Il y a toujours les débats ou les conférences qui sont un peu plus intellectuels, un peu plus réflexifs. Il y a les ateliers, ça veut dire venir couper les légumes pour manger la soupe. Ça fait partie aussi justement de mettre les mains, de créer du lien autour d'un travail commun, de créer des interactions entre nous, mais qui soient simples, pas qui soient intéressées. On se dit, mais on va travailler ensemble, parce que comme ça, après, je pourrais avoir ce truc-là, comme on fait des fois, mais on est contraint. Donc ça, c'est des choses simples. Et puis après, il y a la partie musique. Donc on essaie de créer, on essaye pas, je dis ça sans arrogance, mais on essaie de participer à une... J'aimais bien ce que disait Pierre-Louis tout à l'heure. Non, oui, c'est Pierre-Louis. Oui. De créer en fait, c'est un mode de vie qu'on doit adopter. C'est pas des changements, ça, puis ça. On doit un peu sortir du sectoriel, puis on doit devenir des acteurs de ça. Et ce que nous, on fait dans la collapso heureuse, que je trouve bien. Alors, la collapso heureuse, ça veut dire peut-être ça va s'effondrer, peut-être pas. De toute façon, les changements, c'est toujours des effondrements et des renouveaux. Et se dire,
vivons ça bien. Ça veut dire soyons conscients de ce qui est en train d'arriver et de où on va. Et ça c'est aussi Rob Hopkins, ça veut dire de se dire, ma foi, faisons tout ce qu'on peut pendant qu'il est encore temps. Moi j'ai des enfants, je leur souhaite un monde, une vie heureuse. Et un truc qu'on a un peu inventé, mais disons qu'on discute souvent dans la collapse heureuse, c'est le concept d'éco-joie. Ça veut dire qu'il y a, alors nous on aime bien les trucs Spinoza, tout ça, joie et tristesse, puis en fait c'est des façons assez simples d'aborder la vie en se disant voilà, qu'est-ce que produit le rapport que j'ai avec telle ou telle chose que j'entreprends, est-ce que c'est un rapport de tristesse ou est-ce que c'est un rapport de joie, et favoriser ça, et puis c'est aussi pour construire quelque chose d'intéressant, être positif, et c'est aussi pour contrer un peu cette idée qui est très à la mode maintenant, l'éco-anxiété, où tout le monde est anxieux sur l'écologie, mais en fait, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on est anxieux sur l'état de la planète, mais on n'est pas anxieux sur les causes qui mettent cette planète dans cet état. Et puis en fait, moi je pense qu'on est plutôt dans un libéro-anxiété, un capitalisme-anxiété. Et en fait, l'idée c'est de dire, voilà, on fait de l'éco-joie en se disant, on fait le mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a, on utilise notre puissance d'agir dans ce sens-là, et puis on doit créer ce sentiment de joie, et puis se dire, voilà, pour moi, juste de faire slow, c'est aussi c'est assez intime, parce que c'est pas toujours facile d'exposer aussi ces ambitions qu'on aimerait créer, mais moi personnellement, pour l'instant, ça me procure une immense joie de pouvoir faire slow, et puis de pouvoir réunir tous ces gens, même si on n'est pas tous d'accord. Mais après, je trouve aussi il faut aussi encourager la diversité. Ça veut dire que la nature, elle est toujours forte parce qu'elle est diverse. Et en fait, le Covid, il casse tout parce qu'en fait, il s'attaque à des flux qui sont mondialisés et uniformisés. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on se rend fragile. Et si on tombe sur le grain de sable qui va toucher le process qu'on a mis en place partout de la même manière, il y a tout qui s'effondre. Et en fait, notre fragilité, c'est notre manque de diversité. Voilà, c'était un peu le dernier. Très bien, merci. Et pour Béatrice, ressent-elle elle aussi une joie à organiser Slow? Voilà, moi je ressens la joie qu'on va tous avoir à manger la délicieuse soupe que Joël Brochet nous a concoctée. Et mille merci à Corinne Jacquery. Oui, tu veux présenter peut-être aussi, toi aussi, ton groupe? À mon groupe, ouais, alors on va jouer avec Esther Poli, donc un duo avec Martina Berter qui est en train d'arriver de Zurich maintenant, en train. Elle va arriver à 13h30, voilà. Et je joue sur une batterie de briquet de broc, mais bon, on espère que vous resterez après le repas. Donc le repas, c'est à prix libre mais conscient. Et puis, il y a les vins du domaine aussi, on pourra goûter. Donc, Joël, tu as envie de dire quelque chose? Comment ça se passe, le repas? Non, normal, il y a des bols, il y a tout ce qu'il faut. Non, tranquille. Il y a plein de fromage et soupe aux légumes. Très, très bien. Alors, merci à tout le monde, à tous d'avoir participé avec autant de ferveur et de passion. Ça, ne serait-ce que ça, je crois que vraiment, on va pouvoir changer les choses. Merci à tous, tout le public attentif. Merci. Au revoir, Au revoir et bon appétit.